Hello tout le monde, vous écoutez Woman Face, l'émission qui parle du cancer du sein sans tabou. Woman Face, c'est l'histoire de toutes ces femmes formidables touchées par le cancer du sein. C'est l'histoire de nos mamans, de nos sœurs ou de nos filles. Ce podcast, il a pour but de briser les non-dits, de partager des moments sans filtre, d'informer, mais aussi d'insuffler des ondes positives autour de nous. Salut Orlane. Salut Mathilde, ça va ? Ça va et toi ? Bah oui, ça fait longtemps. Bah oui, écoute, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet un peu particulier. Donc on va parler de La Tresse, qui a été écrit par Laetitia Colombiani, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Du coup, comment est-ce que tu en es venue à le lire ? Comment est-ce que tu l'as découvert ? Est-ce que tu as lu des critiques sur Internet ou En fait, de base, je ne connaissais pas du tout. C'est ma maman qui l'a reçu par une amie quand elle a appris qu'elle avait le cancer du sein. D'ailleurs, elle avait dédicacé un livre que j'ai immédiatement eu envie de partager avec une Amazon Bonne Lecture. Et en fait, je suis pas sûre que ma mère l'ait lu, mais en tout cas, moi, quand je l'ai vu, ça m'a directement intriguée parce que vu qu'on venait d'apprendre la maladie de ma maman, bah, je me suis dit, bon, ok, bah, moi, je vais lire. Et honnêtement, à la première lecture, je l'ai vraiment adoré. Et toi, du coup, comment ça se fait que tu l'as lu ? C'est une amie qui aime bien les lectures engagées, tout comme moi et tout comme toi, du coup, qui me l'a conseillé parce que c'est un livre, du coup, qui est paru en 2017 et qui a beaucoup fait parler de lui, qui a reçu quelques prix, etc. Et du coup, elle m'a dit, bah, écoute, lis-le. Elle n'avait pas spécialement d'arrière-pensée donc par rapport à la maladie de ma maman, etc. Mais elle m'a juste dit, ok, c'est considéré, entre guillemets, comme féministe, donc essaye de le découvrir, quoi. Et je vais pas dire que je l'ai adoré, mais bon, je l'ai bien aimé, mais il y a des choses sur lesquelles je pense que toi aussi, on aimerait revenir dessus, quoi. Ouais, parce que déjà, quand tu dis qu'il est un féministe, on sent bien que... Ouais, on dit qu'il est féministe, mais il n'est pas féministe comme nous, on voit que... Ouais. Comme nous, on a compris, quoi. Ouais. Mais peut-être que pour celles qui vont nous écouter, et ceux aussi qui vont nous écouter, on peut peut-être faire juste un petit résumé du livre, comme ça, si jamais ils l'ont pas lu, ils comprennent ce qu'on va expliquer ici. Ouais. Bah écoute, je t'en prie, tu peux commencer. Mais donc du coup, ça s'appelle La Tresse parce que, je pense, en tout cas c'est mon interprétation, parce qu'il y a trois histoires qui s'entremêlent, donc 3 histoires de femmes qui sont il y en a une en Inde, si je me souviens bien, une en Italie et la dernière au Canada, je pense. Au Canada, et qui ont des vies complètement différentes, et donc... ces histoires s'entrelacent et on comprend en fait qu'elles ont pas un but commun, mais quelque chose derrière qui va les unir toutes les 3, quoi. Mais tu peux peut-être présenter les 3 femmes vite fait. Oui, bien sûr. Donc c'est des femmes, comme vous l'aurez compris, qui sont vraiment très loin niveau distance. Elles habitent sur des continents différents, mais au final qui sont assez proches. Donc comme Orlane l'a dit, il y a un espèce d'entrelac entre ces histoires pour former... on va dire une seule et même histoire. Donc on a Smita qui habite en Inde et qui est ce qu'on appelle une intouchable. Donc ce sont des groupes d'individus considérés du point de vue du système des castes comme hors caste et affectés à des fonctions ou métiers jugés impurs. Donc ils sont présents en Inde mais également dans toute l'Asie du Sud et ils sont victimes de nombreuses discriminations. Donc ici, Smita, elle ramasse les excréments des autres. C'est un métier qu'elles exercent de mère en fille dans sa famille. Et son mari chasse les rats, donc ils n'ont pas vraiment le choix, c'est comme ça. En fait, ils sont surtout des exclus de la société. Et ouais, puis, voilà, exactement. Donc ça à faire et ils doivent rester dans leur petite case de merde, si je peux dire, quoi. Sans jeu de mots en plus, sans jeu de mots. Ils n'ont pas le choix, clairement, même. Et donc, voilà, Smita n'aime pas le destin qu'elle a et elle veut changer aussi le destin de sa vie. Elle veut l'emmener à l'école, etc. Et finalement, voilà, elles vont fuir. Ensuite, on a Giulia, qui est italienne et elle est la fille d'un père... Oui, d'un père, ça c'est normal pour l'instant. Elle est la fille d'un père. Non, surtout, je vais prendre le lead. Donc, son papa, il a une société familiale qui fait des perruques, si je me rappelle bien, parce que ça fait longtemps quand même que j'ai vu ces parties-là. Oui, c'est bien ça. Et donc, elle, justement, elle a arrêté l'école à 16 ans pour travailler directement avec son papa parce qu'elle a vraiment aussi cette passion du cheveu. Voilà, ça se passe de père en fils et du coup, de père en fille. Et elle va apprendre, du coup, je pense, que la société va très mal financièrement parlant. Et donc, elle va devoir trouver une solution. Et là, comme par magie, elle fait un lien, du coup, avec l'Inde.
Justement, où là, en fait, en Inde, on coupe les cheveux, c'est ça, hein, je me trompe Ouais, pas, mais on coupe les cheveux en c'est signe une de offrande. don, voilà, ça, l'offrande. À un dieu. Je sais plus si c'est Shiva ou si c'est. Mais bref, en tout cas, c'est un dieu et c'est vraiment perçu comme quelque chose de très important pour les Indiens, ou du moins une partie. Je ne connais pas exactement toutes leurs coutumes, etc. Mais, et voilà. Et donc, du coup, le don de cheveux, où justement, vu que eux, ils ont une boîte, une entreprise pour la confection de perruques, là, on sent déjà qu'il y a un petit lien qui est en train de se faire. Quoi. Ouais, exactement. Et on en arrive du coup à la dernière histoire qui nous a inspiré ce podcast. Donc, c'est Sarah, qui est une avocate brillante, très carriériste, et qui a du coup beaucoup d'ambition. Un jour, elle apprend qu'elle a un cancer du sein, et petit à petit, elle va vraiment sentir le regard des gens changer à son égard. Donc de base, elle travaille dans un cabinet d'avocats, elle a une place assez importante, elle aimerait bien, je pense, être associée ou partenaire. Il me semble que c'est ça. Elle va être donc peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est le dirigeant enfin, c'est quasiment ça, non? Oui, c'est un peu plus compliqué que ça, je pense, mais c'est une histoire. Donc c'est un haut poste. Oui, voilà. Dans un cabinet d'avocats. Et donc, voilà, on va découvrir au fur et à mesure toutes les discriminations dont elle fait face, etc. Et tous les clichés aussi. Et c'est vraiment sur cette histoire qu'on va s'attarder, parce qu'il y a vraiment des petites choses qui nous ont un peu ébranlés, qui nous ont un peu... sur lesquelles on voulait revenir, en fait, tout simplement. D'un côté ébranlé, puis de l'autre côté quand même aussi un peu touché, quoi. Ouais, exactement. Puis du coup, le cancer du sein, quand même, vous savez, Woman Face, c'est la base. Exactement. Du coup, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on fasse... Toi, tu donnes vite fait ton avis sur le livre, je donne vite fait le mien, puis après, on peut mettre les points en avant par rapport au cancer du sein. Oui, on va faire ça. En ce qui me concerne, je suis un peu restée sur ma faim, pardon. L'auteur touche à énormément de sujets qui sont assez importants et qui mériteraient une exploration un peu plus approfondie, à mon goût, qui sont un peu trop vite écartés ou trop facilement imaginés, trop facilement résolus, ce qui laisse un certain inconfort à accepter pour moi vraiment le résultat, en fait, la fin. Donc l'auteur choisit délibérément de ne pas se plonger dans des questions qui sont vraiment importantes et plutôt vraiment de terminer... elle termine trop vite l'histoire, en fait, pour moi. Maintenant, je pense que c'est aussi ce qui fait son charme, qu'on puisse l'imaginer, etc. Mais ça aurait été intéressant de développer plus profondément certains sujets tels que la discrimination. On parle beaucoup de religion aussi, etc. Et c'est vraiment des sujets hyper importants. Bon, voilà, maintenant, je tiens à préciser qu'un roman peut toujours être critiqué. Voilà, je pense qu'à la base, le but de l'auteur, c'était vraiment de partager son histoire et aussi l'histoire d'un de ses proches qui a eu le cancer. Donc voilà, son but, c'était probablement pas vraiment de faire état de tout ce qui se passe et tout ce qui va mal dans notre société. Mais voilà, on pourrait par exemple s'interroger aussi sur par exemple, je sais pas, la place de l'homme dans chaque histoire. Enfin, l'auteur essaye de dresser un portrait de certaines réalités sociétales, mais ça aurait été plus intéressant de les aboutir, selon moi, sur une pensée un peu plus féministe. C'est pour ça que moi je pense que c'est pas un bouquin qui peut être dit féministe, parce que même si elle met en avant les faits, elle déconstruit pas le truc, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de déconstruction en fait. C'est pour ça que pour moi c'est pas un bouquin qui est vraiment engagé. C'est un bouquin qui parle de la société et qui parle de plein de choses, comme tu dis, de la maladie, de la religion, mais oui, voilà, ça c'est un bouquin qui est hyper sympa à lire, mais c'est pas un bouquin engagé. Ouais, voilà, exactement. Et il y a certains passages, moi, où je me dis, mais waouh, c'est fort cliché, c'est fort stéréotypé, etc. Et enfin, on reviendra dessus après, particulièrement sur l'histoire de Sarah, mais il y a quelques petites choses, voilà, qui m'ont un peu dérangée. Mais sinon, c'est un chouette livre, comme tu dis, c'est un beau livre, ça se lit vite, ça se lit facilement, etc. Et je pense que l'intention principale, c'est vraiment... Vraiment le fait qu'elle est dédiée à son amie, je pense que c'est son amie la plus proche qui a eu un cancer, etc. Et c'est un très très beau geste. Qui s'appelle Olivia. Ah, voilà. C'est ça. Elle a dédicacé du coup son livre à son amie, donc voilà, c'est Olivia. Ouais, et toi, du coup, je pense qu'on partage... On partage plutôt mal mes avis par rapport vraiment au livre engagé, mais moi je ferais plus du coup mon avis par rapport à l'histoire directement de Sarah, vu que c'est elle pour lequel,
c'est grâce à Sarah qu'on parle de cette histoire aujourd'hui, vu que c'est elle qui a un cancer du sein, etc. Donc ça intéresse Women's Face. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai lu le bouquin, donc c'était directement après l'annonce du cancer de ma maman, et honnêtement la fin m'avait vraiment donné des frissons. J'ai adoré ce livre parce qu'il terminait justement en disant que l'univers travaillait en concert avec la guérison de Sarah, et en fait du coup que le monde entier l'avait sauvée et qu'elle voulait lui dire merci. Et donc en d'autres mots, pour moi ça voulait dire que malgré les coups bas que la vie avait pu lui faire, la vie aussi parfois était bien faite, quoi. Et donc la résilience, je sais pas, moi ça m'a vraiment donné un truc, je me suis dit putain, mais en fait ça va aller, c'est bon, enfin voilà quoi. Et en réalisant du coup pour la deuxième fois du coup pour faire ce podcast, j'ai été un petit peu chiffonnée par quelques éléments, et je pense tout simplement je pense que c'est parce que à la deuxième lecture, j'étais beaucoup plus informée sur la maladie qu'à la première lecture. Je trouve par exemple que les premiers signes du cancer sont un peu trop romantisés. Elle s'évanouit en plein tribunal, ensuite elle est amenée à l'hôpital. Là, on lui demande un peu comment est-ce qu'elle se sent. Elle ment délibérément au médecin, mais nous, on comprend ce qu'il en est vraiment, vu qu'elle pense, et donc nous, on lit ce qu'elle pense, et elle dit comme quoi, oui, ça fait au moins 1 mois qu'elle est épuisée, qu'elle a très mal dans le sein gauche. Et en fait, il faut savoir que généralement, un cancer du sein, ça ne fait pas mal. On le détecte parce que y a un changement qui est anormal au niveau de notre poitrine, mais ce changement, il est logiquement indolore, en tout cas pour la majorité des cancers. Donc déjà, on sait, il y a un peu des trucs, on se dit, enfin, maintenant qu'on sait, nous, on sait que c'est pas vraiment vrai, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était une remarque que j'avais à faire. Et puis à un autre moment du livre, qui m'a fait tiquer, c'est aussi quand l'auteur dit que le corps de Sarah a finalement pris sa revanche sur tout ce qu'elle lui a fait subir. Donc là, je vais lire l'extrait, c'est ce corps qu'elle a pendant des années contraint, ignoré, ce corps qu'elle a négligé, parfois même affamé, tient aujourd'hui sa revanche. Et je pense que l'auteur se rend pas vraiment compte des mots qu'elle emploie, parce que c'est très maladroit. Enfin, en tout cas, pour ma part, je trouve que c'est vraiment très maladroit. C'est parce que pour moi, quand je lis ces mots, j'ai comme l'impression que Sarah est en partie responsable de sa maladie. Je trouve que c'est très délicat parce que d'une part, Sarah, il faut savoir qu'elle a le gène BRCA2, donc ce qui signifie qu'elle a quand même 90% de probabilité d'avoir un cancer du sein. Et d'autre part, remettre juste la faute sur les actions et les comportements que Sarah a eus, c'est un peu comme si on disait, écoute, si tu manges trop de sucre, tu vas être diabétique, ou si tu fais du sport, tu tomberas jamais malade. Non, voilà. Certes, la manière dont on vit a une influence sur notre santé, mais ça reste un des facteurs influençants, et certainement pas la seule raison qui fait qu'on est ou pas en bonne santé. Mais voilà, mis à part ces 2 trucs-là que j'avais un peu quand même à parler un peu dessus, j'ai adoré cette deuxième lecture autant que la première, parce qu'on peut quand même ressentir toutes les émotions que Sarah ressent lorsqu'elle passe par les différentes étapes, que ce soit le déni au début, la colère ensuite, l'abandon, genre vraiment limite la dépression, l'acceptation, et pour en finir du coup avec cette magnifique résilience qui dit que ok, c'est bon, ça va aller. Enfin, l'auteur nous donne vraiment beaucoup d'espoir, l'espoir de la vie, quoi, comme si au final elle était bien faite malgré les choses qu'on peut traverser. Donc voilà, pour moi c'était un peu ça, quoi. Et mis à part l'histoire de Sarah, c'est laquelle que tu as préférée des 3? Ah, c'est dur. Franchement, c'est dur parce que on a tout même si on se retrouve pas dans les autres, parce que je pense qu'on se retrouve plus dans Sarah, parce que vu qu'on est très carriériste, en tout cas pour ma part, je me retrouve plus dans Sarah, mais j'aimerais bien être dans toutes les 3 parce qu'elles ont chacun leur truc, et il y a quand même ce côté un peu féministe où ce sont quand même des femmes qui sont dans l'histoire, ce sont des femmes héroïnes qui prennent le pouvoir de leur vie. C'est vrai, on peut pas enlever ça quand même au bouquin, donc il est un petit peu quand même engagé au final. Donc je dirais pas si Sarah, je dirais quand même Sarah, parce que à cause de l'histoire du cancer du sein, peut-être aussi que ça m'attire un peu plus, vu que c'est un peu un sujet qui me touche, et aussi du fait qu'elle est carriériste et qu'elle travaille comme une acharnée, parce qu'elle elle veut casser le plafond de verre, elle a réussi, elle veut aller jusqu'au bout du monde, et voilà quoi. Et toi? Je te rejoins un peu, mais je crois que vraiment l'histoire de Sarah m'a touchée aussi, mais l'histoire qui m'a le plus, je me suis dit waouh, tu vois, c'est vraiment celle de Smita, du coup, qui va s'enfuir avec sa fille et qui veut vraiment donner à sa fille. Et je pense que c'est un peu ce que chaque mère ressent, de vouloir donner le meilleur à ses enfants et faire vraiment partir alors qu'elle n'a pas de moyens. Elle a, je veux dire, c'est des conditions mais extrêmement difficiles. Je pense que même on peut juste pas se rendre compte. Et du coup, je trouvais ça hyper courageux. Mais évidemment, je pense que Sarah aussi est très très courageuse, et surtout avec tout ce qu'elle va vivre, toutes les discriminations qu'elle va rencontrer, etc. Ouais. Mais je pense que je scie un peu entre Smita et Sarah. Ouais.
Bah d'ailleurs, en parlant de discrimination, peut-être qu'on peut rebondir directement là-dessus et expliquer du coup pourquoi justement tu parles de discrimination vis-à-vis de Sarah. Oui. Alors donc, on va faire une petite piqûre de rappel. L'un des projets de Women Face, comme vous le savez, c'est vraiment de lever les tabous. Donc nous, on a très à cœur de déconstruire les nombreux clichés qui entourent le cancer du sein, la femme, la beauté, etc. Vraiment, tout est lié. On essaye vraiment d'apporter à ces projets notre âme de féministe autant que nous le pouvons. Donc... Voilà, on espère que vous le reconnaîtrez à travers ce podcast. Donc voilà. Alors l'un des premiers vraiment clichés qui intervient tout simplement dans l'histoire de Sarah, c'est le fait que ce soit l'avocate qui passe sa vie au travail, donc la self-made woman qui vit dans un monde capitaliste. Donc elle travaille dans un cabinet qui s'appelle Johnson & Lockwood en private equity. Et voilà, donc c'est... vraiment une femme très ambitieuse, etc. Et on remarque vraiment ici la réalité des classes, en fait. Notamment, je pense que tu l'as dit au début du podcast, le fait que elle... Ah non, c'était pas ça. Tu l'as dit quand elle disait qu'elle avait caché son cancer ou... Non, c'était avant le podcast. Bref, du coup, c'est un milieu assez... il faut savoir que le milieu des avocats, etc., c'est un milieu assez particulier. Et je pense que là, il est encore plus aseptisé et encore plus... vraiment, l'auteur accentue ce milieu. Et c'est vraiment... Et c'est aussi ça qui va faire la difficulté de Sarah, au niveau de la discrimination, etc. Quoi. Parce Ouais. que justement, dans ce milieu-là... Donc là, ce qu'on va parler... on ne dit pas que c'est partout pareil dans les métiers, dans les entreprises. En tout cas, on l'espère pas du tout, parce qu'elle fait quand même face à des grosses discriminations. Et on pense justement que plus on travaille dans des métiers où il y a une forte concurrence entre les collègues, et plus c'est très compliqué, parce que justement, peu de compréhension, peu d'empathie. Et s'il n'y a pas ça, alors qu'on est en train de faire face à un cancer, ben c'est très compliqué, quoi. Ouais, exactement. Mais bon, on peut peut-être commencer par le début, justement, où elle l'apprend déjà, parce que je trouve que c'est important. En fait, il faut savoir, donc elle l'apprend, donc c'est son médecin quand même qui lui dit, mais là, le médecin n'emploie jamais le mot cancer, en fait. Et donc, on en fait déjà un tabou à ce moment-là. Et puis après, moi j'ai trouvé personnellement qu'elle en faisait elle-même un tabou, parce qu'elle veut tellement pas, je pense, être malade, elle est tellement dans le déni, qu'elle veut juste le dire à personne. Comme ça, on n'en parle pas. Ça, oui, c'est ça que tu m'avais parlé aussi tantôt. C'est, si on n'en parle pas, ça n'existe pas, quoi. Et je trouve qu'elle suit vraiment ce principe-là. Elle veut pas le dire ni justement à ses collègues ou là où elle travaille, je pense, en plus, à cause du monde de requins dans lequel elle est. Mais elle ne veut pas non plus le dire à ses enfants pour les préserver, pour ne pas qu'ils aient encore à supporter d'autres choses, etc. Ni à son père et à son frère qui ont déjà vécu ça et dont la maman, justement, est morte du cancer, etc. Et donc, tout ça fait qu'elle en fait un tabou, qu'elle n'en parle pas, qu'elle est complètement dans le déni et qu'elle est seule face à tout ça, quoi. Qu'elle doit supporter ça en plus de toute cette pression à son travail qu'elle doit gérer, quoi. Et ce qui est fou, et j'ai vraiment envie de rebondir aussi là-dessus, c'est quand tu dis que le médecin n'emploie pas le terme cancer. Voilà, maintenant, je pense pas que ça se passe tout le temps comme ça, mais il faut savoir aussi que les médecins, malgré tout le travail qu'ils font, etc., peuvent aussi être maladroits et que ça peut vraiment impacter... certains termes employés peuvent vraiment impacter le moral, etc. Et on n'en parle pas souvent non plus, quoi. Mais c'est vraiment ça. Je pense que les gens, en fait, ont tellement peur du mot cancer parce que directement on l'associe aux mauvaises choses, et ce qui est normal. Donc au fait qu'on peut mourir et qu'on a peur, tout le monde a peur de mourir et personne ne sait vraiment comment gérer aussi la mort vu que personne ne sait ce que c'est réellement, tu vois. C'était très profond. C'était très profond ce que je viens de dire, c'est vrai. Mais en fait, tu vois, c'est vraiment ça. Et donc du coup, vu qu'on ne sait pas trop, juste on évite d'en parler et on le dit pas, quoi. Jusqu'au point, et là je pense que l'auteur a vraiment voulu exagérer un peu le truc, jusqu'au point où même le médecin va pas dire cancer, il va peut-être dire tu meurs ou amas de cellules, j'en sais rien de ce qu'il dit, mais il va pas employer le mot cancer, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc là, on a déjà un premier premier aperçu de clichés. De clichés, ouais. De tabou, en compte. Ouais, voilà, exactement, de tabou. Oui. Donc, forcément, comme tu as dit, l'auteur parfois exagère beaucoup certaines choses. Donc, le fait que Sarah, c'est une femme de 40 ans qui a tout réussi. Elle a 3 beaux enfants, une maison bien tenue, une carrière
que beaucoup lui envient, etc. Et quelque chose, par contre, qui m'avait un peu choquée, c'était vraiment, ce que l'auteur écrit, elle était à l'image de ces femmes que l'on voit dans les magazines, souriantes et accomplies. Ah, punaise, je vais y arriver, je vais recommencer. Ouais. Sarah... Oh, putain. Donc, elle était à l'image de ces femmes que l'on voit dans les magazines souriantes et accomplies. Sa blessure ne se voyait pas, elle était invisible, quasi indécelable sous son maquillage parfait et ses tailleurs de grand couturier. Donc c'est assez, je trouve que c'est assez, moi ça m'a vraiment, Quoi, tu l'as pris comment? Je sais pas, je trouve que ça fait fort cliché en fait, parce que les avocates ne sont pas toutes, Les pimpants, etc. ouais, 3 beaux enfants, etc. Enfin, c'est fort cliché pour moi, mais voilà, maintenant... Oui, voilà, c'est sûr que c'est fort cliché, mais je pense que c'était pour accentuer aussi le fait qu'elle avait tout ça à gérer et qu'elle devait encore paraître, tu vois, paraître bien, toujours bien, ne pas être malade. Je pense que c'est surtout ça que l'auteur a voulu. Mais effectivement, c'est carrément un cliché, oui, qu'on se le dise. Ouais, parce que plus tard, en plus, elle continue avec elle et ses questionnaires où il faut cocher cette tranche d'âge auquel on appartient. Il a fallu renoncer à la séduisante tranche de 30-39 pour passer à celle moins attrayante des 40-49. Ouais. Alors, je ne vous souhaite pas d'avoir 49 ans quand vous lisez ce bouquin. C'est sûr. Alors qu'en plus, la majorité des femmes qui vont lire auront plus de 49 ans, j'en suis sûre, quoi. Donc, mais bon. Voilà, c'était un petit aparté. Ouais, non, c'est sûr. Mais donc, on peut peut-être revenir justement au moment où la boîte va la prendre malgré elle, enfin, donc son cabinet, parce que c'est pas vraiment une entreprise, enfin, c'est son cabinet, quoi. Mm-hmm. Donc là, pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin, en fait, c'est pas elle qui va en informer ses collègues. C'est malheureusement, elle va croiser une justement de ses assistantes, enfin une juriste qui travaille pour elle justement, qui accompagne sa maman en oncologie, et là elles vont se retrouver toutes les deux dans la salle d'attente, et donc il va y avoir un moment malaisant, et puis quelques jours plus tard, comme par hasard au cabinet, tout le monde sera au courant. Et pourquoi? La seule raison, c'est surtout parce que justement cette jeune fille-là veut prendre la place de Sarah au sein du cabinet, et quoi de mieux pour choper la place, quand on sait que quelqu'un est justement affaibli, voilà quoi. Surtout que le cancer, de nouveau, c'est un mot qui fait peur. Voilà, autour desquels il y a tellement de tabous et tellement de clichés aussi. Et ouais. Non, c'est sûr. Et donc après, petit à petit, ils vont vraiment commencer à la mettre de côté, à l'isoler et à lui faire en fait comprendre que en ayant le cancer, elle est carrément devenue obsolète. Moi, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, mais franchement, j'espère jamais avoir le cancer, parce que si on me voit comme ça, il y a un truc qui fait que j'ai confiance en moi ou pas, et ça devrait pas être le cas, mais c'est le fait que j'ai l'impression que les autres me voient comme quelqu'un charismatique, tu vois, qui sait ce qu'elle veut dans la vie, etc. Et donc un peu comme Sarah, du coup, c'est pour ça aussi que je me retrouve dans elle, parce que tu vois, c'est la fille qui en veut dans sa carrière et qui veut atteindre les trucs, et donc qui est charismatique. Elle est obligée, parce qu'elle doit tout le temps être dans ce milieu-là, tu vois. Et le fait que du coup on lui enlève cette partie-là d'elle-même, parce que ça fait partie d'elle-même, ça doit vraiment être hyper compliqué, quoi, hyper compliqué. Et donc pour moi c'est vraiment un des moments les plus durs du livre, parce que c'est à ce moment-là aussi qu'elle craque, parce que autant avant elle cache sa maladie à tout le monde, elle combat de tous les côtés, que ce soit au tribunal, à l'hôpital, etc. Mais quand justement les gens commencent à la voir différemment, à la voir faible, incompétente, peu performante, alors que c'est pas forcément le cas. Oui, à certains moments de fisc avec la chimio, etc. On peut pas, comment on appelle ça, le brouillard cognitif, etc. C'est un fait, c'est réel. Les gens perdent un peu la mémoire avec la chimio, c'est vrai. Mais de là à dire qu'elle est vraiment incompétente, il y a une différence entre ne plus être compétente et perdre un peu ses mots. Pour moi, c'est des choses différentes. Ouais. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose de très compliqué, quoi, pour Sarah. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention de ne pas rentrer dans ces extrêmes. De nouveau, maintenant, c'est son milieu à elle qui l'a forcée à agir de cette manière-là. Mais je veux dire, je pense que c'est quelque chose de très mauvais de... Maintenant, chaque personne réagit différemment aussi, mais vraiment de le cacher et du coup d'en faire un poids, quoi. Parce que même au travail, rester impassible, rester stoïque face à quelque chose qui te ronge de l'intérieur, c'est vraiment extrêmement difficile. Et c'est pas forcément, selon moi, l'attitude qu'il faut avoir. Maintenant, je pense que, comme tu dis, elle est carriériste. Quand on a tendance à être carriériste et tout, on n'a pas envie qu'on nous perçoive d'une autre manière à cause de ça, et que les choses changent à cause de ça, même parce qu'on sait qu'elles vont changer, quoi. Ouais, voilà. Mais du coup, tu vois, je pense aussi qu'elle avait peur qu'il se passe ce qui s'est passé, et donc du coup, elle l'a pas dit, tu vois.
Et je pense aussi quand même que c'est encore fort tabou dans le milieu du travail, parce que justement, quand j'ai j'ai reçu des témoignages récemment, et il y a une femme qui disait que elle n'avait pas osé dire à ses employeurs qu'elle avait un cancer, mais donc pour justifier son absence, elle a dit qu'elle était en dépression. Donc c'est mieux en fait d'être en dépression que d'avoir le cancer. C'est hard. Mais tu vois, et je pense que la seule nuance entre les deux, c'est le fait que la dépression, techniquement, hein, ça va pas te conduire à la mort, sauf si tu te suicides, mais tu vois, mais c'est pas un lien direct. Alors que le cancer, c'est directement associé à la mort, tu vois. Pour moi, c'est la seule différence qu'il y a entre les deux, quoi. Donc franchement, c'est fou, hein. C'est chaud, franchement, c'est hyper chaud, et surtout que c'est déjà assez difficile comme ça, en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, bah oui, par rapport à ça, on sait aussi qu'une personne sur 5 s'estime discriminée à cause de son cancer, enfin peu importe, tout cancer confondu, je pense. Donc on va noter ici vraiment la dureté du monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit, et même, je veux dire, si les choses évoluent quand même, si la mentalité évolue, je pense que c'est quelque chose qui reste, c'est une peur qui reste, et c'est aussi l'attitude des gens qui font que, ici, enfin, moi, personnellement, ça m'a choqué que la juriste, alors qu'entre femmes, on est censé quand même se soutenir, et la juriste, elle va juste la dénoncer, entre guillemets, alors qu'elle se doute bien que, voilà, que si elle a rien dit, c'est pour une bonne raison, quoi. Et d'autant plus, en plus, qu'elle est dans le cas avec sa maman, parce que vu qu'elle a continué en oncologie, donc on sait que sa maman a aussi un cancer, et pourtant, elle dénonce Sarah, et c'est vrai que c'est très dur, je trouve. Ouais, c'est très dur, très dur, effectivement. Mais voilà, du coup, par rapport à ça, je pense que la plupart des gens n'ont pas envie de voir, la plupart des personnes atteintes par un cancer, n'ont pas envie de voir la pitié dans le regard des gens. Je pense qu'il y a vraiment... Il y a que ça, il y a pas plus pire. Pardon, j'y arrivais. Non mais si, vas-y. Je n'arrive plus à tourner ma phrase correctement, mais je veux dire, il y a rien de pire que de voir la pitié dans le regard des gens, et c'est ce qui pousse aussi beaucoup de personnes à ne pas le dire écoute, à leur entourage. Je vais exactement rebondir là-dessus par une phrase que elle a écrite dans le livre. C'est en gros que pire que tous les effets secondaires que peuvent avoir le cancer, c'est l'exclusion qui va de pair avec la maladie. Donc c'est les mots tels quels dans le bouquin, et ça c'est typiquement la discrimination, quoi. Mais il faut savoir aussi que la discrimination n'est pas autorisée, hein, je pense, légalement parlant, donc... Enfin voilà, quoi, donc il faut... D'ailleurs après, elle va, à la fin du livre, elle veut coller un procès au cabinet. Donc voilà, quoi. Et puis justement, ce que j'ai trouvé aussi hyper intéressant dans le livre, c'est que donc on parle tout le temps du cancer au travail, et puis à la fin, on en vient un peu plus au cancer et à l'esthétique, tu vois. C'est comme si tant qu'elle était dans le déni et qu'il y avait que le travail, on n'en parlait pas trop, tu vois. Et puis bam, quand enfin, le boulot l'exclut un peu, et elle devient du coup face seule à tout ça. Et donc là, en fait, je pense qu'elle commence vraiment à comprendre, et donc du coup, elle arrive dans la colère, dans la dépression, etc. Et c'est seulement à ce moment-là, en fait, qu'elle va aussi avoir ce coup de mou, parce qu'elle va perdre ses cheveux, parce qu'elle aura perdu son sein. Donc, en plus d'avoir piqué son boulot, c'est comme si la maladie, enfin, c'est le cas, en fait, c'est pas comme si, c'est la maladie lui vole aussi sa féminité, etc. Et donc, du coup, elle se retrouve vraiment seule face à tout ça, quoi. Ouais, donc, ouais, c'est vrai. Et puis, c'est là qu'on peut faire le lien avec la pression, du coup, qu'elle ressent... de la part des autres, et la pression qu'elle se met à elle-même aussi. Donc ici, dans ce roman, on a l'impression que les héroïnes sont censées être des guerrières, d'avoir la force de combativité, etc. Mais du coup, il faut aussi réaliser qu'on ne peut pas, je pense que Sarah va le réaliser aussi, mais que voilà, on a le droit de ne pas être parfaite, de ne pas être parfaite, oui. On a le droit de ne pas avoir le moral, on a le droit de ne pas... je veux dire, juste de ressentir ce qu'on ressent, et de ne pas minimiser l'impact que ça peut avoir sur notre morale, etc., quoi. Donc ici, elle se met beaucoup la pression, et forcément la pression du milieu, etc. aussi. Hein, mais justement, c'est à la fin du livre, où elle trouve du coup sa perruque, etc., avec les cheveux qui viennent de l'Inde, etc., où, comme tu dis, tu vois, elle commence à se dire que... peut-être que juste elle peut aussi relâcher un peu la pression et vivre ce qu'elle doit vivre, quoi, tu vois, jour le jour. Ouais, clairement. Elle voit un peu le cancer comme son adversaire à la cour. Ouais. C'est assez intéressant comme métaphore. Je pense en tant que juriste au début c'était vraiment ça, et puis à la fin je pense qu'elle se dit, oui, même encore à la fin elle se dit qu'elle va battre ce cancer là, et qu'après elle pourra plus profiter de la vie un peu mieux qu'avant, et
Ouais, clairement. Je pense qu'on ne se rend pas toujours compte de l'impact que certaines paroles peuvent avoir. Parce que, de nouveau, je veux dire, à un moment dans son bouquin, elle dit « Elle ne veut pas faire pitié aux autres, elle ne veut pas de leur compassion. Certes, elle est malade, mais ce n'est pas une raison pour que sa vie change. Au fond, elle est en miotte, mais ça, personne ne le sait. » Et en fait, c'est là qu'on réalise que parfois la dureté du regard des gens... Donc, je pense que, voilà, quand on a un cancer, on se retrouve face à des gens qui veulent te montrer, qui compatissent, etc., qui le font parfois mal, d'autres qui comprennent, qui sont discrets, etc. Mais il y en a aussi qui... C'est un peu hypocrite aussi. Je veux dire, c'est assez difficile de faire face à... Enfin, toi-même, tu sais, de faire face au regard des gens. Et... Ouais. Non, c'est sûr. C'est sûr. Je pense qu'on va clôturer le podcast par une phrase, justement, aussi qu'elle a dit et qui nous a parlé. Donc, du coup, on va vous la partager. C'est... ce n'est pas elle, donc en parlant de Sarah, qui est malade, c'est la société tout entière qu'il faudrait soigner. C'est tellement vrai. Voilà. Parce que même si Sarah est effectivement malade, au final, c'est aussi les gens et la société qui font qu'on a encore plus mal, quoi, et qui nous aident pas en fait à combattre ce qu'on a vraiment à combattre. Qui nous enfoncent un peu. On va écrire des articles là-dessus, etc. Mais ouais, c'est la société qui nous rend encore. Je sais pas si je peux dire ça, mais qui nous rend encore plus malades que l'on l'est déjà, quoi. Clairement. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu et puis à bientôt. À bientôt.